Bonjour et bienvenue dans Voice from the Field, ou la voix du terrain en français, histoire de la santé rurale au Congo. Je m'appelle Dr Grace Mabiala. Je suis médecin généraliste, scientifique social, chercheur en santé maternelle et infantile, doctorante en gestion des systèmes et des politiques de santé. Dans cette série, je partage des expériences vécues durant mes années de service dans les communautés rurales de la République du Congo, des histoires souvent ignorées, mais qui méritent d'être entendues. Je parle non seulement en tant que clinicien ou chercheur, mais en tant que scientifique social, engagé pour l'équité en santé, et comme la voix des sans-voix, celles et ceux qui endurent de graves défis de santé sans jamais être vus ni entendus. Ce ne sont pas de simples récits, mais ce sont des réalités vécues qui révèlent à la fois l'abondance systémique et une résilience extraordinaire. Mais ma voix n'est pas seule. Dans la voix du terrain, Voice from the Field, je donnerai aussi parole à d'autres médecins et professionnels de santé comme moi qui ont vécu les mêmes conditions. Exercer dans l'oubli, dans les zones reculées, sans électricité, sans route, sans moyens, mais avec le même serment, la même humanité et malheureusement avec la même fatigue. Dans leur récit, tout comme le mien, nous allons exposer ce que signifie réellement soigner quand tout manque, sauf le courage. Il se passe tant de choses en zone rurale et aujourd'hui, je vais en partager une. Pendant 2 ans, j'ai exercé la médecine dans un petit village appelé Bétou, en République du Congo. Ce que je vais raconter s'est passé alors que je faisais partie d'une équipe de cliniques mobiles. Nous nous déplacions vers les communautés les plus isolées, là où la santé n'existe presque pas. Il nous fallait entre 5 à 6 jours de voyage en pirogue pour atteindre certains villages. Des lieux séparés par de vastes fleuves, totalement coupés des services de base. Mon équipe se composait d'une sage-femme, d'un nutritionniste et d'un psychologue. Nous apportions nourriture, médicaments et des soins à des populations qui n'avaient rien d'autre. Nous partions lorsque nous avions du financement, parfois tous les mois ou parfois tous les 2 mois. Donc, après un long voyage éreintant, nous sommes arrivés dans un village situé sur l'axe fluvial. Nous sommes arrivés tard dans la nuit. Le chef du village nous a accueillis et nous a offert sa maison pour dormir. C'était la meilleure maison du village. Il n'y avait, malheureusement, dans cette meilleure maison du village, il n'y avait ni sol, ni vraie salle de bain, ni électricité. Pour me laver, on m'a montré une structure instable et ouverte qu'ils appelaient la salle de bain. Je devais alors utiliser une lampe pour voir, mais comme c'était trop couvert, si j'allumais la lumière, toutes les personnes autour pouvaient me voir. Et donc, j'ai entendu mes collègues crier « Docteur Grace, éteins la lumière !» Alors, j'ai éteint la lumière. Je me suis lavé dans le noir, debout sur le sable, en versant de l'eau sur moi pour que mes pieds se salissent à nouveau juste après. C'était inconfortable et dangereux, mais je n'avais pas d'autre choix. Ensuite, j'ai essayé de dormir. Comme tout le monde, je me suis allongée par terre. Les maisons là-bas sont construites de manière à ce que le sol soit compact pour résister aux inondations, ce qui rend le sommeil encore plus difficile. Je me suis glissée dans le sac de couchage pour me protéger des moustiques. Et le lendemain, lorsque je me suis réveillée, j'étais courbaturée de partout, je me sentais mal reposée, j'étais encore très fatiguée du voyage, avec une toilette glacée, un mauvais sommeil. Mais nous nous sommes levés parce qu'il fallait qu'on travaille. Donc nous avons travaillé, nous avons effectué des consultations, nous avons fait des dépistages pour le paludisme, la distribution des médicaments et de la nourriture. Mais cette nuit-là est restée gravée en moi. Non pas seulement à cause de ce que j'ai enduré, mais parce que ça m'a rappelé ceci. Moi, j'ai vécu cette expérience de la salle de bain, de dormir sur un sol dur. Tout ça, je l'ai vécu en une seule nuit. Mais pourtant, on leur distribue des médicaments comme si cela suffisait, comme si cela pouvait soigner la fièvre, sans toucher à la source de l'infection. Le manque de conditions de vie dignes. Les habitants de ce village, par contre, le vivent chaque jour. C'est leur quotidien.
Ils se lavent dans le noir, ils dorment sur le sol, ils vivent sans eau potable, sans toilette et sans lumière. Alors, comment peut-on espérer que quelqu'un soit en bonne santé quand les conditions de vie de base sont aussi dégradées? Pas d'eau potable, pas de toilette salubre, pas d'abri convenable. Même la meilleure maison du village n'avait rien de tout cela. Distribuer les comprimés, c'est bien. Et de la nourriture, c'est bien. Mais ça ressemble à poser un seau d'eau sous une fuite sans jamais réparer le tuyau cassé. Et ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que je raconte cette histoire. Parce que eux ne peuvent pas la raconter. Ils n'ont pas de Wi-Fi, ils n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas d'internet pour vous montrer ces réalités par vidéo ou par image. Mais moi, j'y suis allée, je l'ai vu. Et aujourd'hui, j'utilise ma voix pour parler d'eux. Voici à quoi ressemble la santé rurale au Congo. Et tant que nous n'aurons pas réglé les causes profondes, l'assainissement, les infrastructures, le logement, nous ne ferons qu'appliquer des pansements. Nous traiterons les symptômes sans jamais guérir la racine. On ne peut pas parler des objectifs de développement durable ni d'équité réelle en santé si des personnes se lavent encore dehors dans le noir, dorment encore à même le sol et restent invisibles. Si cette histoire vous a touché, ne laissez pas s'arrêter ici. Partagez-la, parlez-en, utilisez votre plateforme pour qu'elle soit grande ou petite pour faire entendre ces voix. Et si vous êtes en position d'agir par des partenaires, des politiques, de la recherche ou un soutien, rejoignez-moi pour construire un système de santé durable et digne pour les zones rurales au Congo. Car la visibilité n'est que la première étape. La seconde étape est la solidarité. Passons de la compassion à l'engagement. Vous allez donc me demander, que pouvons-nous faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette situation? Je vais partager ici quelques solutions. Elles sont peut-être pas idéales sur le papier, mais je vais parler de choses réalisables, adaptées au contexte rural congolais et qui existent déjà dans d'autres pays. Premièrement, il faut installer des stations d'eau potable autonomes, comme les modèles POL, qui veulent dire Portable Aqua Unit for Life Saving, qui sont développés à l'université de Kassel, ou des filtres communautaires Lifesaver Cube utilisés par Oxfam, qui ne nécessitent ni électricité ni réseau. Ces équipements peuvent traiter jusqu'à 1200 à 5000 litres d'eau par jour à partir d'une rivière ou de l'eau de la pluie, et elle va éliminer en plus 99,9% des bactéries et des virus. Deuxièmement, nous devons construire des latrines écologiques de type EcoSan ou San Plate, qui peuvent être faites à partir des matériaux locaux comme l'argile, le sable et les pierres, et sont conçus pour résister aux conditions difficiles. Ils permettent aussi une hygiène de base, même dans les zones les plus reculées. Ce sont des modèles comme ça qui ont déjà été promus par des ONG comme Waterhead ou SNV dans les contextes ruraux similaires en Afrique. Troisièmement, il nous faut former des artisans locaux à l'amélioration de l'habitat rural en utilisant la technique du banco amélioré, de la terre stabilisée ou des structures sur pilotis pour lutter contre l'humidité et l'inondation. Ce type de programme a été mené par Habitat for Humanity ou AVN, la voûte nubienne en zone sahélienne. Ensuite, il nous faut créer des unités solaires communautaires comme Solar Suitcase de l'ONG We Care Solar, qui apporte la lumière et l'électricité de base aux centres de santé et aux foyers. Ces systèmes sont portables, durables et faciles à déployer. Et enfin, il faut mettre en place un fonds flexible pour les équipes mobiles avec l'appui des partenaires techniques ou financiers pour leur permettre d'intervenir de façon régulière sans dépendre de financements occasionnels. Ce fonds peut être géré au niveau départemental avec l'appui des directions sanitaires. Toutes ces solutions existent. Elles ne demandent pas la lune. Elles demandent qu'on reconnaisse que la santé ne commence pas à l'hôpital, mais la santé commence chez soi. Quand on dort mal, quand on boit de l'eau sale, quand on se lave dans la peur ou dans la honte, on est déjà en souffrance, même sans aucun diagnostic médical. Ce que nous demandons aux décideurs au travers de cette vidéo, c'est d'inclure l'accès à l'eau,
à l'hygiène et au logement dans des plans régionaux de santé. Deuxièmement, financer des technologies simples et éprouvées adaptées aux milieux ruraux. Troisièmement, soutenir la formation locale pour rendre les villages autonomes, écouter les soignants du terrain et intégrer les réalités dans les politiques, parce qu'on ne construit pas un système de santé sans fondation et parce que la dignité ne peut pas rester un privilège des vies. Merci d'avoir regardé et écouté. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la, parlez-en, rejoignez l'appel au changement. La santé rurale n'est pas un sujet secondaire, mais une question de justice, de dignité et d'équité. À très bientôt. Je suis Dr Grace Mabiala, médecin, scientifique social, la voix des sans-voix, debout avec vous pour les populations rurales au Congo. Merci et à bientôt.